Comme du coup la fois dernière on n'avait pas terminé, et qu'on a été très bavard, mais tant mieux qu'on est bavard, c'est parce qu'on a des questions à poser, c'est qu'on se pose plein de questions et voilà. On va continuer le webinaire et on va le finir aujourd'hui sur le pendant la compétition. Comme les fois dernières, si vous voulez poser des questions, vous allez sur le Q et R pour questions et réponses. Et donc, on répondra à ces questions au fur et à mesure. Et ne posez pas vos questions dans la discussion parce que vraiment, on regarde juste le Q et R. Euh, alors peut-être juste avant de commencer, on a eu une question d'un des auditeurs de notre webinaire qui posait la question. Alors je lis hein, l'intitulé. Donc deux remarques là. Donc jurisprudence, la RATP a été condamnée à réintégrer un salarié qui pendant un long arrêt de travail a participé à 13 tournois de BAD, blessure moins un poignet, peu importe. Il semble qu'en cas d'arrêt pour traitement de dépression, par exemple, la médecine n'interdit pas, voire peut inciter à sortir et rencontrer du monde extérieur. Sujet qui a interrogé la sphère des officiels techniques dans un passé récent. Ma question est, peut-on, comme on le voit souvent sur certains règlements particuliers, continuer à écrire que les personnes en arrêt de travail ne sont pas autorisées à s'inscrire au tournoi? Euh, et du coup, en petit, qui est écrit, au moins sans prendre quelques précautions élémentaires d'écriture, comme participation incompatible avec l'arrêt de travail ou autre. Question plus directe, faut-il proscrire la formule? À mon avis, il vaut mieux proscrire la formule pour la simple raison, c'est que bon, c'est des choses qui arrivent, qui sont vraiment, vraiment à la marge. Les gens ne savent pas forcément pourquoi une personne est en arrêt de travail. Et comme tu le dis très justement, la médecine n'interdit pas, voire peut inciter justement à sortir rencontrer des gens, par exemple, s'il y a une personne en arrêt de travail pour dépression. Donc, lui dire qu'il n'a pas le droit de participer parce qu'il est en arrêt de travail, alors que, en gros, d'un point de vue santé mentale, bah, il doit participer ou faire des activités sportives, par exemple. Ça fait sens. Et donc, du coup, vaut mieux proscrire la formule ou, comme tu le proposes, prendre quelques précautions élémentaires, comme écrire que les personnes euh, ne sont pas autorisées à participer au tournoi si cette participation est incompatible avec l'arrêt de travail, enfin un truc comme ça. Mais franchement, vaut mieux rien écrire. Et en plus, ce type de situation particulière, elle est basée sur la délation. Et je dois vous avouer que on n'a pas tous les jours ce type de remontée, que ce soit à la Fédé ou directement nous à la CFOT sur des irrégularités concernant ça. Donc voilà, plutôt laisser ne rien mettre. Ouais. Euh, ok, donc du coup maintenant et puis effectivement Lionel, tu as raison, ça reste du secret médical, donc même nous en tant que juge arbitre, on n'a pas à savoir pourquoi on en arrêt de travail ou quoi, mais bon voilà. Euh, concernant les cartons, concernant les cartons, on avait parlé la fois dernière. Peut-être que Jo, tu veux parler de cette slide-là sur ce qu'entraîne le fait de mettre des cartons. Donc voilà, juste un petit rappel. Donc trois cartons, un jaune, rouge et noir. Le jaune, c'est un avertissement pour mauvaise conduite. Le rouge, donc une faute pour mauvaise conduite. Et le noir, une disqualification pour mauvaise conduite. Il y a une nouveauté maintenant. Pour le carton jaune, il est pris en compte dans Pona. Et au bout de trois cartons jaunes dans une année glissante, ça nous donne 2 mois de suspension. Rien qu'à changer pour les cartons rouges. Deux cartons rouges dans une année glissante, c'est 2 mois de suspension. Par contre, un carton noir, c'est des disqualifications immédiates et traitement par la FFBAD pour une instruction. Donc, ça veut dire qu'il y aura des poursuites disciplinaires qui vont être engagées. Le joueur, il est suspendu à titre conservatoire de toute compétition. Cette mesure ne peut pas durer plus de 2 mois. Donc, au plus tard 2 mois après, la commission de discipline a pris une décision. Ce qui est très important pour les JA, c'est le document de notification de disqualification. Donc, il doit le remplir en 2 exemplaires, un pour le joueur fautif et un pour le juge arbitre.
Juste un petit rappel, le document notification pour une mauvaise conduite, c'est-à-dire pour un rouge, ça n'existe plus depuis quelques années. On nous pose encore la question, donc voilà, ça n'existe plus. Il n'y a plus que le carton noir. Et la notification est disponible sur le site de la FFBAD. S'il n'y a pas de questions, on continue. Un petit rappel sur les codes de conduite. Excuse-moi, excuse-moi, Joachim, je voudrais juste rajouter, c'est Alain, je voudrais juste Oui, rajouter une petite chose concernant les rapports Puna. Si au bout de 5 jours, après la date de votre compétition, vous n'avez pas passé votre rapport en complet en attente de diffusion, les cartons et les forfaits ne seront pas pris en compte. Donc c'est très important qu'avant le 5e jour, c'est-à-dire donc le vendredi soir, vous ayez validé votre rapport. Voilà. Merci merci pour la Alain. précision. Ouais. Après, un petit autre rappel sur les codes de conduite. Donc, il y en a bien trois. Le code de conduite des joueurs, des entraîneurs et des officiels. Le but de ces codes de conduite, c'est de préserver l'image du badminton et de la FFBAD. Donc, tous les conseillers, les joueurs et les officiels participant à une compétition autorisée par la FFBAD doivent accepter ce code, doivent accepter également les règles du badminton et le règlement général des compétitions. Donc, il faudra les respecter. Si quelqu'un va à l'encontre de ces règlements et tout ça, le juge arbitre indique ça dans son rapport pour le non-respect du code de conduite et la personne en infraction pourra être considérée comme ayant porté atteinte à l'image du badminton et risque une commission de discipline. Ça, donc vous marquez tout ce qui se passe sur le rapport et ensuite c'est les clotes qui prennent la décision s'il y a une commission de discipline ou pas. Avant peut-être que Jo, tu continues, j'avais plusieurs questions concernant les cartons. Il y en a une donc de Brigitte. On a des joueurs qui veulent, peut-être qu'Alain répondra, on a des joueurs qui veulent contester un carton rouge ou jaune. Je ne trouve pas le texte qui dit non contestable, alors qu'à la CFOT, on m'a certifié que si. Un carton ne peut être uniquement annulé si un carton a été donné par erreur, soit C'est à une ça. mauvaise personne, ou il n'a pas été conforme, c'est-à-dire on a donné un carton qu'on ne pouvait pas le donner, par exemple. Bah, dans les Euh, tribunes, voilà et quoi. voilà, c'est ça, exactement. En dehors de Bah, ça, un carton ne sera jamais annulé. On ne peut pas donner un carton à un coach non plus. Là, c'est des erreurs, et dans ce cas-là, on annule le carton. En dehors de ça, on n'annule pas de carton. et on ne peut pas donner non plus de carton à un joueur qui arrive en retard sur un terrain. Ouais, Oui. ça on l'a abordé effectivement la fois dernière. Ouais, ouais. Donc, effectivement, dans des situations où le carton n'a pas été donné réglementairement, en suivant une règle qui existe, là, effectivement, ça peut être annulé, mais dans toutes les autres situations, voilà, le carton n'est pas contestable. Si un joueur sur le terrain dit un gros merde, etc., et que le joueur arbitre lui met un carton jaune, le joueur ne pourra pas contester parce que voilà, il a été mis de manière réglementaire et que le juge arbitre a estimé que ça méritait un carton jaune. Question de Sophie, et si le joueur refuse de signer le document pour le noir, ça n'a pas de conséquences. Et Il aura quand même on son peut noir. mais on peut prendre un témoin pour signer. Et voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, il signe ou il signe pas, ça n'a aucune conséquence parce que c'est pas parce qu'il signe qu'il accepte la sanction, c'est juste pour les donner, pour les indiquer les droits qu'il a. C'est tout. C'est pour ça qu'il doit signer le document. C'est vraiment l'idée, hein, voilà. C'est indiquer ce qu'il a comme voilà. Question de donc validité des rapports JA concernant les sanctions. 5 jours ou 9 jours? Alors, oh non, le rapport doit être envoyé dans les 5 jours, mais on laisse informatiquement un petit délai pour la prise en compte, parce que si quelqu'un a un petit retard, que ce soit pas, que ça n'a pas de préjudice, quoi. Mais c'est normalement les cartons, les rapports doivent être envoyés dans les 5 jours. Réglementairement, c'est dans les 5 jours. Mais informatiquement, on a donné une petite marche.
Il ne faut pas oublier que les clotes derrière ont jusqu'au 12e jour pour annuler des sanctions. Donc, plus tôt c'est validé, mieux c'est. Il y a une Si question j'ai dit de... sanction, c'est pour les forfaits, ça concerne surtout les Ouais, forfaits. voilà, oui, c'est Surtout les vrai, ouais. forfaits, bien sûr. Et oui, Brigitte, pour compléter, donc, avec la question que tu poses, oui, mais un joueur qui veut contester, il faut qu'on lui prouve. Euh, bah, pas forcément. Enfin, je veux dire, si, comment dire, si il a dit ce fameux merde ou j'en sais rien et que vous avez mis un carton, il y a rien à prouver. C'est vous avez constaté que c'était comme ça et c'est tout. Voilà. En revanche, si lui il dit que, enfin, il fait réclamation parce que vous avez mis un carton dans les tribunes, il aurait le droit. Bah, c'est à lui de prouver que le carton était mis dans les tribunes. Donc, il faut qu'il aille chercher il faut qu'il aille chercher des témoins. S'il n'arrive pas à le prouver, bah, du coup, nous, on n'a aucun élément pour confirmer qu'un tel ou un tel a mis le carton dans les tribunes. Donc, c'est surtout ça, quoi. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question. Il y a une question de Cathy. Est-ce que tous les arbitres connaissent le nombre de cartons qui peut être mis? Alors, je ne suis pas sûr. La réponse, elle est simple. Imaginons que vous êtes en... C'est un simple dame, peu importe, ou homme. Euh, si c'est un match arbitré, un arbitre va pouvoir mettre qu'un carton jaune sur le match à un joueur. Par contre, il va pouvoir mettre plusieurs cartons rouges à un joueur. C'est-à-dire qu'un joueur, au cours d'un même match, peut se prendre plusieurs cartons rouges, à condition que ce soit pour des motifs différents. Il peut se prendre un carton rouge parce qu'il y a eu un gros retard de jeu, après s'être pris un carton jaune auparavant. Il peut se prendre un carton rouge au set suivant parce que il a, je ne sais pas quoi, eu un comportement très déplacé, ça va être un carton rouge. Et pour autant, et c'est important cette question, tu as raison de la poser, Cathy, c'est pas parce il cumule deux cartons rouges à la suite, même au cours du même set, peu importe, que ça va forcément se transformer en carton noir. Donc, un joueur ne peut pas avoir plusieurs cartons jaunes au cours d'un même match, ça c'est sûr, puisque le carton jaune, c'est un avertissement. Et donc, ce qui suit ensuite, c'est le carton rouge. Voilà. Et en revanche, deux cartons rouges n'est pas forcément égal à un carton noir. Tout dépend de la situation. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, quand c'est des matchs arbitrés, les arbitres, une fois qu'ils ont mis leur carton, doivent appeler le juge arbitre sur le terrain pour que celui-ci enregistre en quelque sorte le motif pour lequel le carton rouge a été mis et éventuellement décide d'aller jusqu'au carton noir si c'est le deuxième carton rouge. Euh, En gros, si c'est un carton rouge qui mérite un noir parce que c'est une attitude qui a été répétée. Question de Laurent sur la même compétition, un premier carton jaune donné, puis deuxième avertissement égal rouge. Bah non, parce que c'est sur des matchs différents. Donc tu peux mettre un carton jaune à un joueur sur un match et 4 matchs plus tard, en finale, lui remettre un carton jaune euh, même si c'est sur le même problème que tu lui mets un carton, mais ça concerne des matchs différents. Voilà. Et surtout, alors effectivement, là pour finir sur les histoires des cartons, bien évidemment, on connaît tous et toutes des joueurs dont on sait que ils sont très susceptibles d'avoir un carton parce qu'ils sont connus sur le circuit pour avoir des attitudes pas toujours cool. C'est pas parce qu'ils sont connus par et pour ça qu'ils doivent partir avec un a priori négatif sur une compétition sur laquelle vous arrivez. Parce qu'il se peut que cette personne, aujourd'hui, elle ait décidé bah, de véhiculer une bonne image du badminton et donc de jouer dans les règles. Après, ça n'empêche pas
de pouvoir la scruter de près. Mais pour des raisons d'équité, voilà, ne pas avoir le carton plus rapide pour ce type de personne, parce qu'on sait que c'est la seule façon de la calmer au coin. Il faut toujours garder beaucoup de mesures avec ces cartons et pas être des cow-boys et dégainer systématiquement, encore une fois. Anticipation avant tout. Et si vous anticipez les problèmes et la montée en problème sur les terrains, en général, on évite de mettre le carton. Il y a une autre question. J'ai eu un problème sur un homonyme. Je me suis trompé de joueur dans mon rapport. Conclusion, l'erreur n'a pas pu être corrigée. Ayant été signalé que plus de 9 jours, alerte Puna, après validation de mon rapport, donc problème de procédure, le coupable n'aura pas de sanction. Euh, ouais, peut-être que oui, bah oui, Non, effectivement. non, Ouais, je non, sais non, pas trop, non, non, je sais excuse-moi. pas. Ouais, Non, vas-y, non, non, vas-y. non, Je connais, non, non, j'ai jamais eu cette non, situation-là. non, pas du tout. Il y a une possibilité de rajouter un carton ensuite par la CFOT. Donc, s'il y a ce genre de problème, il faut que nous en soyons informés. Et à ce moment-là, nous pourrons déjà annuler le carton qui a été mis par erreur à un homonyme et mettre le carton au bon joueur. Super, merci pour la réponse. Est-ce que vous avez des questions concernant les codes de conduite et ce qu'a évoqué Jo, sachant que la fois dernière, on avait déjà largement évoqué les différents codes de conduite et surtout les attitudes à avoir concernant des problèmes de conduite de joueurs, d'entraîneurs. Bon, dans tous les cas, si vous n'avez pas de questions là, c'est tant mieux. C'est qu'on a été à peu près clair la fois dernière, mais n'hésitez toujours pas, encore une fois, à nous envoyer des mails pour ça. Alors, une question qu'on nous a posée et sur laquelle méritait d'apporter une réponse la plus claire possible. Alors, c'est pas une réponse unique, voilà, il y a plein de façons de faire. Après, je vous donne mon avis et ma façon de faire. Donc, question, des joueurs réclament un arbitre, ils ne sont pas d'accord sur le score, les lignes, etc. Que faire? Sachant que vous êtes sur un tournoi privé, un tournoi de club, et que il n'y a pas d'arbitre dans la salle, et que c'est des matchs qui sont en auto-arbitrage, et que sur votre règlement particulier, c'est bien écrit que les matchs sont auto-arbitrés. Ben, typiquement, sauf cas ultra exceptionnel, je ne désigne jamais un arbitre ou je cherche jamais un arbitre ou quelqu'un qui ferait office d'arbitre dans la salle pour régler le problème en le mettant devant le poteau et en faisant le scoring ou en jugeant les lignes. Tout simplement parce que c'est l'auto-arbitrage. Donc, puisque c'est l'auto-arbitrage, j'invite les joueurs à, euh, compter et annoncer le score à haute voix systématiquement, euh, et deux, annoncer les lignes de manière très explicite, donc en annonçant un out ou un in lorsque le volant tombe. Et je reste très près je reste très près du terrain. Et en général, ça règle le problème. Mais dans tous les cas, j'explique qu'il n'y aura pas d'arbitre à mettre. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que si je mets un arbitre sur ce match-là, un arbitre qui n'est pas arbitre sur la compétition, hein, donc c'est un joueur qui vient dépanner, etc. Et ben, je peux être sûr que dans les 30 minutes qui suivent, il va y avoir un problème sur un autre terrain et on va réclamer un arbitre. Et du coup, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, OK, je vais essayer de te retrouver quelqu'un. Et si je trouve personne, les gars ou les filles vont me dire, ouais, mais alors eux, ils ont le droit à un arbitre et pas nous. Mais c'est quoi ces traitements de faveur pour certains comparé à d'autres, etc. Donc, pour des raisons d'équité, puisque c'est des matchs auto-arbitrés, on laisse les joueurs s'auto-arbitrer. Après, il faut être relativement ferme et c'est souvent dans les money time, hein, quand on est sur des matchs, des troisième sets, au-delà de 15, que ça commence un peu à se tendre. Ah, je suis pas d'accord sur ligne, etc., etc. Il faut être ferme en indiquant que c'est d'auto-arbitrage, qu'ils ont signé un règlement particulier dans lequel c'était auto-arbitrage.
Et puis s'ils ne sont pas d'accord sur les scores, vous leur demandez à quel score vous étiez d'accord et vous leur demandez de recommencer là où ils étaient d'accord sur le score, puisqu'ils ne sont pas d'accord visiblement sur le score. Et si c'est des problèmes de ligne, bah, vous leur demandez d'annoncer à haute voix dès que le volant tombe si la ligne est in ou out. Dans tous les cas, vous ne les aidez pas pour juger si une ligne est in ou out. Ce n'est pas de votre sort non plus. Vous n'êtes pas arbitre, vous êtes juge arbitre sur la compétition. Euh, voilà. Et en étant suffisamment ferme et assez directif et en restant à proximité du terrain et en expliquant aussi qu'il y a un code de bonne conduite des joueurs et que s'ils ne jouent pas le jeu, etc., il y aura des sanctions. Hein. Donc vous n'allez pas jusqu'à la menace du carton, mais vous me faites bien comprendre que vous sortirez si les gens sont de mauvaise foi, etc. Enfin, voilà, enfin, vous jouez en tout cas là-dessus. En général, ça se calme direct. Mais il faut être clair sur le règlement que vous appliquez, celui qu'ils ont signé. Mais David, tu as raison, hein, c'est généralement sur les mêmes joueurs et c'est souvent répétitif, etc., etc. Mais voilà, donc ces joueurs-là, il faut en quelque sorte bah, les avoir à l'œil, comme je disais, comme je disais avant. Mais voilà, si vous donnez un arbitre à quelqu'un, vous pouvez être sûr on va vous réclamer des arbitres partout, et sauf que vous n'avez pas 36 000 arbitres à fournir. Et voilà. Donc, c'est plutôt l'attitude à avoir. Ouais. Si un arbitre qui dit ah bah moi j'ai fini mes matchs, si ça t'arrange, je peux arbitrer, etc. Bah franchement, en général, sauf si par exemple c'est pour des finales et auquel cas bah, ça permet aux joueurs, à l'arbitre pardon, éventuellement d'avoir une petite expérience. Mais en général, je dis non merci, pas besoin de tes services, la compétition, un auto-arbitrage. Voilà. Encore une fois, hein, pour des raisons d'équité, pourquoi on arbitrerait plus un match qu'un autre, pourquoi certains auraient des préférences, etc., etc. Question de Karine, les joueurs ne sont pas d'accord sur le score, est-ce qu'on peut faire rejouer le set en entier? Ah bah oui, parce que du coup, s'ils ne sont pas d'accord, alors ça peut arriver, hein, qu'ils ne soient pas d'accord du tout, c'est-à-dire que à quel moment vous étiez d'accord sur le score? À 11, il y avait 11-8. Ah non, non, il y avait 11-9 à l'intervalle, c'est sûr, il y avait 11-9. Ils sont toujours pas d'accord, et ben vous faites rejouer le set et vous avez tout à fait le droit de leur demander de rejouer le set à zéro égalité. Voilà. Donc, ça m'est arrivé une fois. Je pensais que les joueurs allaient dire non, non, bah ok, on va se mettre d'accord sur un score. Mais non, non, ils ne se sont pas mis d'accord. Donc, ils ont rejoué le set. C'était le deuxième set. Ils ont rejoué le set depuis le début. Bon, il n'y a pas eu de troisième set, mais il y aurait eu un troisième set. Voilà. Mais dans tous les cas, j'étais hyper attentif, proche du terrain, au moins pour aller jusqu'à 11 quand ils ont recommencé le set depuis zéro, pour montrer que voilà, le petit bonhomme en rouge, il est là et que maintenant, ils vont annoncer le score haute voix. Bien évidemment, vous leur donnez une instruction. Vous annoncez le score haute voix à chaque point. Vous vous mettez à côté du terrain. Vous demandez à ce qu'ils annoncent le score à haute voix à chaque point. Et vous allez voir qu'au bout de 3 ou 4 points, il y en a un des deux qui ne va pas annoncer le score, etc., etc. Vous insistez en leur demandant d'annoncer le score. Voilà. Puisque vous avez donné une règle, vous la faites appliquer et vous demandez à ce qu'on l'entende de manière intelligible et que les deux annoncent le score, pas qu'un seul des deux. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Jérémy, témoin d'une finale double dame il y a longtemps, à la fin du troisième set, pas d'accord, les dames font match en 4-7. Bah ouais, voilà, c'est ça, hein. Ils ont été obligés de refaire leur dernier set. Bah voilà, ça peut arriver, mais voilà. Alors effectivement, en plus, quand tout le monde attend pour la remise des lots, c'est un peu emmerdant, mais voilà, ça peut arriver, ouais. Et remarque de Philippe, on peut signaler que ces joueurs font problème à chaque fois sur un match. Bah, bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est souvent les mêmes joueurs. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur on réclame un arbitre, on réclame pas d'arbitre, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Ou c'est clair? Laurent, peut-on mettre un scoreur et non un arbitre? Bah non, il n'y a pas besoin. Encore une fois, vous leur demandez de scorer eux-mêmes et d'annoncer à haute voix. Et donc, si les deux annoncent tous les deux à haute voix le score à la fin de chaque set, ils font office de scoreur, ouais. Et ça suffit. Ça suffit. Alors maintenant, on va passer à un autre point important qui n'est pas à prendre à la légère et qui est ultra délicat.
C'est la question de la gestion des tenues. C'est écrit noir sur blanc, il appartient au juge arbitre seul de décider si une tenue est correcte ou non. Il peut faire preuve de plus ou moins de rigueur dans son appréciation suivant le contexte de la compétition, ainsi par exemple sur la présence de spectateurs, d'officiels, de journalistes, de la télévision, etc. Malheureusement, c'est souvent cette deuxième partie de la phrase qui est oubliée par les juges arbitres et donc qui applique le règlement des tenues de manière uniforme, peu importe la compétition sur laquelle ils sont. C'est pas approprié. Il faut appliquer le règlement en fonction du niveau et du contexte de la compétition. Sur la partie qu'est-ce qu'une tenue bonne, qu'est-ce qu'une tenue pas bonne, ça fera l'objet d'un workshop dédié au second semestre, donc probablement qu'on organisera en février 2024. Donc là, l'objet de cette partie de webinaire, c'est pas de parler est-ce que cette tenue est correcte ou pas, c'est plutôt de parler de comment on gère euh, une tenue qui serait correcte ou pas correcte selon le type de compétition. Si vous êtes sur un championnat régional, on peut estimer qu'on est quand même sur des joueurs qui n'en sont pas à leur coup d'essai, même si c'est des joueurs, même sur des catégories non classées, etc. Donc là, on va appliquer le règlement et on va aussi aller faire preuve d'une certaine tolérance éventuellement en étant insistant. Si le joueur dit bah, désolé, donc on va faire changer la tenue du joueur. Si le joueur dit bah, j'ai pas d'autre tenue sous le coude, bah, vous pouvez éventuellement lui dire bon bah demain tu joues, oui tu joues, bah, demain je vais te voir avec une tenue correcte. Voilà. Si vous êtes sur le tournoi de Trifouilly-les-Joies, qui est un tournoi jeune, bah, franchement, là, vous allez faire uniquement de la pédagogie, hein. On a un joueur qui va euh, avoir, je sais pas moi, un maillot de foot, un jeune joueur qui a 10 ans, qui va avoir un maillot de foot. Bon, bah, franchement, là, vous faites de la pédagogie, vous allez voir papa ou la maman et vous lui dites, bah, en fait, c'est un tournoi de badminton, donc il faut qu'il ait un maillot de badminton, un maillot de sport, mais un maillot, pas un maillot de football, etc., etc. Bon, voilà, vous faites de la pédagogie, mais vous n'allez pas lui interdire de jouer. Donc, l'application stricte du règlement des tenues, elle a uniquement lieu sur les championnats fédéraux, donc championnat de France, vétérans, jeunes et autres. Là, on applique de manière stricte le règlement. Sur les autres compétitions, il faut faire preuve de latitude et surtout beaucoup de pédagogie. D'autant plus que sur un championnat de France, on a un moyen qui est le même que sur un tournoi international, c'est-à-dire que si le joueur refuse de changer son maillot, il peut avoir une sanction financière. En revanche, sur un tournoi privé, par exemple, il n'y a aucune sanction si le joueur joue avec un maillot qui n'est pas conforme. Et vous n'allez pas pouvoir lui dire si tu ne changes pas de maillot, tu ne peux pas jouer ton match. Parce que là, le joueur va vous dire montre-moi le règlement qui interdit à un joueur de ne pas jouer un match parce qu'il n'a pas un bon maillot. Et là, vous allez le retrouver dans la merde parce qu'il n'y a aucun point du règlement qui autorise un juge arbitre à interdire à un joueur de ne pas jouer son match parce qu'il n'a pas un maillot correct. Donc vous voyez, en fait, le règlement, il est d'une certaine manière mal fait parce que il ne donne pas les moyens au juge arbitre de le faire appliquer. Puisqu'en gros, il nous dit voilà ce qui est correct et voilà ce qui n'est pas correct. Par contre, il ne nous dit pas si c'est pas correct, alors voilà telle sanction financière, alors il est interdit de jouer, etc. Donc en fait, il faut faire surtout preuve de beaucoup de pédagogie parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens en tant que juge arbitre de pouvoir faire appliquer ce règlement des tenues. Alors, souvent, nous, on joue avec le fait que les joueurs ne connaissent pas le règlement. Donc, on leur dit, tu me changes ta tenue, sinon, tu joues pas ton prochain match. Et en général, les joueurs disent, bon, ok, je vais me trouver une tenue, etc. Et finalement, ils arrivent avec une tenue correcte et tout. Donc, nous, en tant que arbitre, on a un peu joué avec le règlement parce qu'il n'y a rien qui dit dans le règlement que c'est comme ça. Donc, c'est vraiment pas évident de gérer ces tenues. En revanche, ce qui est sûr,
c'est que si vous voyez une tenue qui n'est pas conforme au règlement, peu importe le niveau de la compétition, hors championnat de France, hein, donc championnat régional, départemental, tournoi privé, tournoi jeune, etc., tournoi du coin, vous devez en tant que arbitre d'aller dire aux joueurs que son maillot n'est pas réglementaire. Donc, à minima, vous devez aller lui faire de la pédagogie et lui dire que bah, son maillot, il n'est pas correct. Voilà. Si vous ne le faites pas, là, vous ne faites pas votre job, parce que le job du juge arbitre, c'est bah, de faire appliquer le règlement, et le règlement nous dit que voilà, les joueurs doivent venir avec une tenue correcte. Et c'est écrit aussi que voilà, le juge arbitre, il est seul décisionnaire si une tenue est correcte ou non. Donc, il y a une part de libre arbitre, entre guillemets. Il y a une part de, il y a une part de subjectivité qui est propre à chaque juge arbitre. Je ne développe pas cette partie-là parce qu'encore une fois, il y aura un workshop dédié qu'on animera avec Alain Bertrand notamment. On vous présentera des tenues correctes, pas correctes et comment on gère ce type de tenue. Est-ce que cela veut dire qu'il faut être plus flexible pour un JALA, sachant qu'il ne fait pas forcément, il ne va pas forcément officier sur une grosse compétition? Bah, que ce soit pour un JALA ou un JALC, euh, globalement, il faut faire preuve de flexibilité, encore une fois, parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas de sanction derrière si un joueur il n'a pas une bonne tenue, de faire appliquer en quelque sorte le règlement des tenues. Donc, bah, faut être flexible et surtout, il faut faire preuve de pédagogie et répéter, et répéter, et répéter, et répéter. Euh, Juste à noter, hein, concernant les coachs, en revanche, là, vous pouvez demander à un coach de quitter la chaise parce qu'il n'a pas une tenue correcte. Donc ça, vous avez le droit de le faire, mais vous n'avez pas le droit de demander à un joueur de ne pas jouer parce qu'il n'a pas une tenue correcte. Je souhaite juste rajouter, un Jala, il peut quand même officier avec des joueurs N1. Donc, je dirais pas qu'il doit être plus flexible parce que quand c'est un N1, il connaît les règles. Ah, c'est pas une question enfin, en fait, il doit juste faut voir qu'est-ce qu'on entend par flexibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que, il doit surtout faire preuve de pédagogie. Et encore une fois, le joueur N1, là, pour le coup, il connaît super bien le règlement, peut-être, probablement, pas tous, mais certains très bien. Et donc, si on va voir le joueur, on lui dit ta tenue n'est pas correcte, on ne t'autorise pas à jouer avec ce match, enfin, sur ton prochain match si tu ne changes pas ta tenue, bah, il va me dire bah, montre-moi le règlement. Et donc, bah, on ne pourra pas lui montrer le règlement parce qu'il n'y a rien qui dit qu'un joueur est interdit de jouer s'il n'a pas la tenue correcte. Donc, on peut toujours lui dire ça. Et puis, avec un peu de chance, il dira OK, bah, change de maillot sur le prochain match. Donc là, bah, bingo, il ne connaît pas le règlement. Et puis, bah, s'il nous dit bah, montre-moi le règlement, bah, on lui dira que bah, bingo, c'est lui qui a gagné parce que je ne peux pas lui montrer le règlement. Voilà. Mais effectivement, hein, plus on augmente dans les niveaux, et bien évidemment, moins on va faire preuve de flexibilité. En tout cas, on va lui dire, bah, écoute, tu connais la règle, donc bah, tu es tenu de l'appliquer. D'autant plus que bah, tu es censé aussi montrer, donc là on fait de la pédagogie hein, pour le joueur N1, mais on lui dit tu es censé montrer une bonne image, notamment aux débutants, etc., aux jeunes. Et donc, bah, à minima, ça serait chouette, ne serait-ce que pour l'image que tu véhicules et celle du badminton en tant que joueur de haut niveau, bah, de montrer l'exemple. Voilà. Donc, on peut juste lui dire ça éventuellement. Mais c'est des situations qui sont très délicates. Et je dois avouer que quand on est juge-arbitre sur un championnat de France, à la rigueur, c'est beaucoup plus simple de gérer ces tenues, de gérer les tenues parce qu'on a des sanctions possibles. Et c'est tout de suite plus délicat sur des tournois privés. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Alain ou Non, Joachim? non, non. Bon, non, c'est clair pour moi. Pour les chaussures, alors pour les chaussures, faut faire preuve de latitude extrême. Donc, c'est-à-dire que globalement, voilà, si le joueur il a quatre pubs sur ses baskets, bah, franchement, c'est pas grave. Et pour les chaussures, là aussi, il faut faire preuve de pédagogie. Si le joueur il vient avec, je sais pas, j'en sais rien, hein, euh, je vais dire une ineptie, mais des ballerines. Bah, faut juste lui expliquer que c'est pas des chaussures de badminton et sûrement pas des chaussures bah, pour jouer à un sport en salle.
et qu'il risque de se blesser très très fort et donc qu'il faut qu'il joue avec autre chose, qu'il se fasse prêter des chaussures, etc. Mais voilà, effectivement, faut être encore sur la pédagogie. Ouais. Alors, question, quid des mini-shorts? Alors, je vais répondre rapidement à cette question et justement dans le workshop spécifique sur les tenues, on vous montrera des photos. Les mini-shorts qui arrivent ras les fesses, là, bah, ça on va considérer que c'est pas un short, mais ça peut relever plutôt du sous-vêtement. Mais voilà, enfin, c'est des shorts qui sont pour le coup qu'on pourrait considérer comme tenue pas correcte, pas une tenue de badminton. Puisque une tenue du badminton, c'est un short, en général, ils arrivent au-dessus du genou. On sait ce que c'est un short de basket, par exemple, c'est des shorts qui sont en dessous du genou. Effectivement, un joueur de basket qui viendrait avec un short de coureur, donc arrive vraiment dans le haut des cuisses alors qu'on s'attend à ce qu'un joueur de basket, il ait un short qui arrive en dessous des genoux, bah, il ne serait pas autorisé à jouer son match, mais là, le règlement n'autorise pas un joueur à jouer son match au basket. Et voilà, donc on s'attend à ce que un short de badminton, bah, ça soit un short de badminton, c'est-à-dire que là, vous pouvez aller sur les sites de Yonex, Babola, etc. Vous allez voir ce que c'est qu'un short de badminton, quoi. Mais je ne développe pas plus que ça parce que on vous présentera des exemples de shorts que nous, on considère comme pas corrects, notamment des mini-shorts, là, et ce qu'on considère comme des shorts corrects. Ouais. J'ai vu des joueurs qui jouent avec des Converse. Alors, bah, effectivement, le mec il pourrait dire bah, c'est des baskets, mais ce n'est pas des chaussures en salle, ce n'est pas des chaussures de sport particulièrement. Euh, et donc, pour ces raisons-là, on ne peut pas non plus l'interdire de jouer avec, mais on peut fortement le conseiller d'éviter de jouer avec, parce que le risque, c'est qu'il se blesse très fort et qu'il se morde les doigts. Donc, on peut juste faire la pédagogie et surtout lui dire qu'il risque vraiment de se blesser et de se faire très, 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 très mal. Jean-Loup, le code de conduite indique que les joueurs doivent jouer dans une tenue correcte, donc on peut l'indiquer dans le rapport pour une éventuelle commission de discipline. Ouais, éventuellement. Alors effectivement, on peut se, on peut, on peut jouer avec cette partie du règlement, enfin du code de bonne conduite des joueurs. Si un joueur venait habillé, je sais pas, avec un maillot, avec une grosse tête de mort et en jean en disant, de toute façon, moi je m'en fous, tu peux rien faire, hein. Et ben là, par contre, on pourrait lui dire que ça, c'est euh, une entrave au code de bonne conduite qui dit que les joueurs doivent avoir une tenue correcte. Et visiblement, si le joueur n'est pas de bonne volonté pour changer sa tenue et que là, vous estimez qu'il entrave l'image du badminton de manière importante, vous pouvez lui indiquer que vous allez reporter cette attitude et vous allez prendre une photo et le reporter dans le rapport du juge arbitre et éventuellement une commission disciplinaire pourrait être mobilisée. On est dans des cas extrêmes. euh, Ça peut arriver, moi j'en ai jamais vu, mais peut-être qu'Alain t'as déjà vu, mais il me semble pas avoir vu déjà des commissions disciplinaires pour des tenues, mais peut-être qu'Alain t'as déjà vu ça. Ton micro il est Non, coupé, Alain? Non. j'en ai jamais vu. Et en plus, faut pas oublier que pour une commission disciplinaire, il faudrait l'accord de 4 personnes supplémentaires pour faire passer en commission disciplinaire, et ça m'étonnerait qu'on les obtienne Ouais, ouais. en plus. Après, Philippe, tu as raison hein, sur ce que tu dis, hein. Malheureusement, à force de ne rien sanctionner, on n'avancera pas dans le respect du règlement. Mais bon, voilà, nous, on fait malheureusement pas les règlements. Sur un tournoi privé, on ne peut pas interdire de joueurs en jogging. Alors, bah non, parce qu'en théorie, alors, sur un tournoi privé, la tenue du joueur du badminton, c'est un maillot et un short ou une robe qui fait jupe, là, ou une jupe pour une dame, mais c'est pas un jogging. Voilà. Donc, sur un tournoi privé, bah, en théorie, on doit demander aux joueurs qui jouent avec un short. Alors, effectivement, si on pousse ma logique, et enfin, en tout cas la logique du règlement, ben, un joueur qui nous dirait
bah, moi, je joue avec un jogging si je veux, et puis je vous emmerde parce que vous pouvez pas m'interdire de jouer avec. Euh, bah, vous lui répondez que Hmm, vous mettez ça vous reportez ça dans le rapport du juge arbitre et il fera l'objet peut-être d'une commission disciplinaire. En général, ça peut calmer, sachant que, comme la réponse Alain le dit, il y a peu de chances que la commission disciplinaire se réunisse. Mais le fait de le menacer d'une commission disciplinaire, ça peut peut-être le faire changer d'avis. On- le jogging, il sera utilisé, par exemple, si on est dans des conditions pratique. climatiques qui font que, effectivement, il fait très, très, très froid dans la salle et que ça serait pas raisonnable pour les joueurs, la sécurité et le fait qu'ils se blessent, éventuellement, voilà, de les laisser jouer en short alors qu'il serait opportun de les laisser jouer en jogging. Donc, il n'y a que quelques situations particulières où on va vraiment les laisser jouer. Claudie, il pourra jouer avec son pyjama. Bah voilà, j'ai répondu à toutes ces questions-là, mais voilà, si effectivement le joueur venait à pousser le bouchon très très loin, on pourrait le menacer d'une commission disciplinaire. Euh, ok, à mon avis, les chaussures, c'est pas plutôt des conserves, des converses, ouais. Bon, ouais, des conserves, ouais. Et voilà, donc David, à la question, si la température est trop basse, voilà, on y a répondu. Effectivement, si la Euh, température est trop basse, on peut autoriser. Ouais. Alain, ouais. oui, je voudrais juste rajouter une petite chose. Dans beaucoup de gymnases, il y a des petites pancartes à l'entrée du plateau où il est indiqué qu'il est interdit de venir avec autre chose que des chaussures de sport. Donc, à partir du moment où ceci est indiqué et n'est pas de notre ressort, puisque là, c'est du ressort du propriétaire de l'équipement, on peut expliquer au joueur que s'il n'a pas des chaussures de sport, il ne peut pas rentrer dans la salle. Oui, effectivement. Et donc, du coup, ne pas jouer. Et donc, puisqu'il ne veut pas rentrer dans Exactement. la salle, il peut être déclaré Forfait. bah, forfait. Et voilà, là, explicitement, voilà, ça pourrait être même jusqu'à un forfait volontaire, puisque volontairement, il est venu avec des chaussures qui n'étaient pas correctes. Ok. D'autres questions sur la gestion des tenues? Bon, voilà, vous voyez, honnêtement, c'est quand même très, très compliqué à gérer pour nous, juges arbitres, sur des tournois, on va dire, simples, privés, quoi. Et donc, ce qui doit primer avant tout, c'est la pédagogie et être en mode assez ferme en insistant, en disant, attention, pour ton prochain match, tu ne laisserai pas jouer avec ça, avec cette tenue-là. Voilà, mais en sachant que bah, la menace que vous émettez, vous ne pouvez pas tellement la faire appliquer parce qu'il n'y a rien qui vous donne la possibilité de le faire appliquer. Euh, Ok. Sur la gestion des volants, vous officiez sur des compétitions d'auto-arbitrage. Les joueurs doivent fournir à part égale des volants pour jouer. En cas de désaccord, que faire? Bah, je te laisse répondre si tu veux, Jo. Alors, si vraiment les deux joueurs ne sont pas du tout d'accord, ils appellent le juge arbitre. Et lui, c'est très simple. En cas de désaccord, il prend le volant officiel de la compétition. Donc, c'est bien le volant qui est déclaré sur Pona. Soit il a fait déjà un test avant pour connaître la vitesse du volant, sinon il va faire un test et ensuite il donne le volant, il décide de la vitesse à utiliser, c'est-à-dire en casse ou en casse pas, et le joueur doit jouer avec ce volant. En général, dès qu'on dit vous êtes obligé d'acheter un volant ou un tube chacun, ils trouvent vite un accord avec leur volant. Mais c'est la seule solution qu'on a si vraiment ils ne sont pas d'accord. Et par contre, les tests de volant, on les fait faire par un autre joueur, pas par eux. Oui, dès qu'il y en a qui va dire, mais lui, il a testé, c'est plutôt à moi de tester tout ça. Vous faites faire un test de volant par un joueur neutre et ensuite vous indiquez la vitesse à prendre en compte. Tu veux rajouter quelque chose, Seb? Non, 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 c'est bon, tout est clair, ouais. Sinon, alors, on arrive bientôt au bout, donc on arrive dans les phases finales.
Alors, on a mis un petit slide juste quand on fait des phases finales, on n'est pas obligé de respecter exactement l'échéancier. On peut légèrement changer le terrain. Par exemple, on a 7 terrains, mais on va décider qu'on n'utilise que 4 terrains pour les finales parce que ils sont mieux, c'est mieux pour les joueurs, la visibilité est meilleure, où il n'y a pas trop de l'ombre et tout ça, où il n'y a pas d'obstacles et tout ça. Donc, c'est un choix qu'on fait en accord avec l'organisateur sur le lancement des finales. Alors souvent, parfois, on ne prend pas en compte, on lance les finales comme ça bien, mais c'est vrai qu'il reste plus que 5, 6 ou 7 matchs. Au lieu d'utiliser 7 terrains, on n'utilise que 5 ou 4 terrains pour vraiment avoir des belles finales face au public et pas dans un coin perdu. C'est quand même beaucoup mieux. Mais c'est un choix à faire avec l'organisateur et bien entendu aussi en fonction de l'échéancier. Si on est à la bourre, ben, peut-être on ne va pas le faire. Donc, on a fait une petite slide sur ça. Est-ce que vous avez des questions? Questions, c'est Non. parfait. Donc, pour les récompenses, oui, il y a aussi un petit chapitre sur les récompenses. Donc, le protocole, il peut être très important pour l'image du badminton, surtout en présence des officiels. Souvent, sur les tournois privés, qu'est-ce qu'on voit? On lance, la finale est terminée, joueur, je peux avoir ma récompense parce que j'ai un train ou parce que je dois rentrer à la maison et tout ça, et je suis pressé, tout ça. Il reste une finale, il reste plus que 3 ou 4 personnes. C'est hyper moche, surtout s'il y a des élus qui arrivent. Donc, on peut décider dans le règlement complémentaire, et c'est le règlement particulier, que ben, la remise aura lieu à la fin de la dernière finale. On a le droit de le faire ça, et le joueur qui ne veut pas respecter ça, il peut être sanctionné. C'est une commission de discipline. Encore faut-il la saisir. Donc, le protocole pour certains clubs est très important parce que ça arrive parfois que l'adjoint en sport, il vient, vers les 5 heures, 4, 5 heures, 6 heures, et il voudrait faire les récompenses et tout ça. C'est quand même beaucoup plus joli, plus beau d'avoir un plateau avec des joueurs et tout ça, et pour faire les récompenses. Après, on peut faire aussi, soit au fur et à mesure, ou soit par groupe de 3, 4 ou 5 finales, où on fait une récompense à 15 heures, une à 17 heures et une à 18 heures. Par contre, si vous faites une remise de récompense avec des officiels, c'est-à-dire le maire ou d'autres personnes, une tenue des joueurs est quand même, et une tenue correcte des joueurs est demandée. On vient pas torse nu, on vient pas pieds nus, parce que c'est sur un podium pieds nus ou torse nu, c'est hyper moche. Donc effectivement, c'est un peu notre rôle aussi dans ce cas de prévenir les joueurs, mais même au moins un t-shirt ou mettre des chaussures, bah, c'est toujours pour l'image du badminton. Et une chose où il faut faire super attention, par contre, c'est pour la remise des récompenses pour les mineurs. Un mineur, il n'a pas le droit aux espèces et il n'a pas le droit à l'alcool. Donc, si vous prévoyez des récompenses, s'il y a des mineurs, essayez toujours de prévoir quelques récompenses. À la base, une bouteille de vin, ça peut être un jus de fruits ou ça peut être une boîte de bonbons, mais ne pas donner une bouteille de vin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les photos, les réseaux sociaux, c'est diffusé partout et il n'y a rien de plus moche, une petite gamine avec une bouteille de vin sur un podium. Et c'est interdit en plus. Et c'est même pas interdit par la FFBAT, c'est interdit par la loi. Donc, si vous n'avez pas un cadeau pour un mineur, eh ben, il faut donner les récompenses à un responsable, un représentant légal du joueur. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, c'est parfait. Et un petit mot, après, très rapide, sur le contrôle antidopage. Alain, tu veux en parler ou je l'explique? Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, ça vous arrivera certainement jamais ou très très rarement. Vraiment, la règle la plus importante à retenir, c'est que on ne peut contrôler un joueur que lorsqu'il a fini son dernier match. Si un préleveur il arrive, il veut faire un contrôle antidopage, il vous dit, bah, il est 2 heures d'après-midi et il dit, je veux contrôler 3 ou 4 joueurs, suivant ce qui est écrit sur la notification. Et ben, vous lui expliquez la règle et tant que le joueur il a encore des matchs à faire, on ne peut pas le contrôler. Ça, c'est vraiment la règle la plus importante, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Après, il faut toujours prévoir un peu le matériel pour le contrôle antidopage. C'est d'avoir un local fermé à clé, afficher ou indiquer la salle de l'antidopage. Et dans la salle, il faudra une table, 2 chaises, des bouteilles d'eau fermées et des toilettes vraiment à côté ou même dans la salle parce que
Parce que le préleveur, il va vraiment vérifier le joueur quand il fait ses urines. Voilà. C'est vraiment très rapide. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, sauf si Alain, tu veux rentrer dans les détails un peu plus. Non, 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 tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Alors, si je peux répondre à Jérémy, si le joueur joue le lendemain, il peut être contrôlé le premier jour. Et c'est le dernier match de sa journée qui compte, pas de la compétition, hein. Voilà. Après, vous savez, c'est hyper rare d'avoir un contrôle antidopage sur un tournoi privé, hein, sur un tournoi club, hein. On n'a même pas sur tous les champions de France. Donc, voilà. Philippe, et peut-être des escortes. Ben oui, normalement, pour un contrôle antidopage, effectivement, il y aura, il y aura des escortes qui vont signifier aux joueurs qu'ils doivent suivre un contrôle antidopage, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Ouais. Alors en France, on dit des chaperons, hein, maintenant. C'est ça, oui. Mais, et à condition qu'ils soient formés, donc sur un tournoi, ça serait étonnant qu'on ait les personnes adéquates, hein. En Bon. général, c'est les personnes qui ont été tirées au sort sont amenées au préleveur et après, c'est lui qui gère. Donc, on a fini avec ce workshop. Voilà, donc On- du coup, là, on a fini pour ce workshop pendant pendant la compétition. Euh, est-ce que vous avez d'ultimes questions? Encore une fois, n'hésitez pas à les poser, soit dans le chat, soit par mail. Dans tous les cas, vous n'êtes pas sans rencontrer des difficultés ou vous poser des questions durant les futures compétitions sur lesquelles vous allez officier. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser des questions à l'issue de ces compétitions sur lesquelles vous avez éventuellement rencontré des difficultés ou des problèmes où vous êtes questionné sur des attitudes à avoir, sur des cas spécifiques. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va passer. Excuse-moi, je Ouais, voudrais juste vas-y. répondre vite à Philippe. Le fait de ne pas avoir d'escorte ne peut pas être considéré comme un vice de procédure. Voilà. Ouais, il y a les textes qui. Ouais, ouais. Ok, du coup là on va passer au dernier workshop pour cette année, puisque du coup on n'aura pas le temps d'aller sur le workshop numéro 4. Le workshop numéro 3 qui est l'après-compétition, workshop qui était prévu le 21 novembre. Et donc là on va parler de la fin de la compétition et je vais laisser la main à Jo qui va dérouler cette partie du workshop. De mon côté, moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un autre impératif. Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année. Encore merci pour les interactions qu'on a eues ensemble durant ces webinaires et hors webinaire, parce que du coup, j'ai eu des appels, enfin, on a eu des appels, Jo, Alain et moi. On a eu aussi des questions via mail, etc. Ça montre que vous avez tous envie d'apprendre et qu'on a envie tous collectivement de progresser. Donc, merci pour ça. Et je laisse la main à Jo pour cette dernière partie du workshop sur la fin de la compétition. Alain, tu répondras aux questions si tu les vois? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, alors, fin de la compétition. Donc, il y a deux, trois petites choses avant le rapport JA. Donc, déjà, maintenant, on sait que les résultats sont désormais importés par le GO, maximum 3 jours après la compétition. L'export se fait via Badnet. Pourquoi 3 jours? Parce que le quatrième jour, c'est-à-dire jeudi, il y aura la mise à jour du classement. Donc, le mercredi, c'est le dernier délai pour remonter les résultats. Donc, c'est très facile à faire. Donc, sur Badnet, pas de problème. En même temps, on peut trouver sur Badnet, en imprimant le rapport JA en imprimant le rapport JA, on peut trouver la consommation des volants, les forfaits, les abandons, les cartons, le nombre de matchs par jour, avec le début et fin de la compétition, le moyen des temps et tout ça. C'est hyper intéressant pour ensuite remplir notre rapport qu'on verra tout à l'heure.
Par contre, donc, la dernière finale est terminée. On va prendre un peu le temps pour faire un petit briefing avec les adjoints, si vous avez des J adjoints. On va les remercier et demander leur ressenti sur la compétition. Et on va éventuellement donner des suggestions qui les aideront à progresser. Il faut savoir que le rôle d'un JA expérimenté est aussi de faire évaluer les JA moins expérimentés. Donc, vous faites un petit débrief de 5 minutes et voilà tout ce qui s'est passé. Et on fait la même chose pour l'organisateur. Donc, on pose JA adjoint, on fait un débrief avec l'organisateur, on les félicite, on remercie tous les bénévoles du travail effectué. On leur demande également comment ils ont ressenti la compétition, est-ce que ça leur a plu, les difficultés, etc. Et après, éventuellement, vous donnez quelques suggestions pour améliorer certains dysfonctionnements pour la prochaine édition. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez pris trop de joueurs, il faudra mieux diminuer un peu parce que c'était un peu trop juste sur le timing, etc. Donc ça prend 5 10 minutes et ça fait toujours plaisir aussi que vous êtes intéressé aux organisateurs. Et ensuite, notre dernier travail, c'est le rapport. Ça, vous le faites bien sûr pas sur place, vous le faites à la maison, en ayant pris plein de notes pendant la compétition, sur les 2 jours de la compétition ou sur la journée de la compétition. Vous pouvez également prendre des photos. Vous pouvez aussi répartir les tâches avec vos adjoints. Si vous avez des adjoints, vous dites, hein, tu t'occupes de, par exemple, la marque des filets, les hauteurs du plafond, etc. Il y en a un autre qui peut, par exemple, vérifier les vestiaires, la buvette, etc. Par contre, si vous êtes tout seul, bah, c'est à vous de faire tout ça. Vous faites un tour, vous notez tout ce que vous avez vu, que vous avez constaté, et ensuite, vous utilisez tous vos notes pour faire le rapport JA. Un petit rappel sur le rapport du GIA, il s'est fait sur Pona, comme on l'a dit tout à l'heure, et doit être créé au plus tard 5 jours après la compétition. Quand on dit 5 jours après la compétition, ça veut dire validé, complet, en attente de diffusion. C'est super important pour la saisie des forfaits et des cartons. Parce que si vous dépassez les 5 jours, les forfaits ou les cartons ne seront peut-être pas pris en compte. Lors d'une compétition multisalle, comme on fait les rapports sur Puna, pour si vous avez 2 salles ou 3 salles, vous demandez à votre adjoint de faire un rapport sur papier et ensuite vous insérez ce rapport dans votre rapport sur Puna dans l'onglet divers. Appréciation complémentaire, puis onglet divers. Et là, vous l'insérez. Moi, je préconise ça. Vous pouvez faire aussi recouper les 2 salles sur votre rapport principal, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à remplir. Il y a des questions, Alain? Euh, oui, il y a deux qui. Alors, euh, sur Vanet, c'est la fin de la compétition qui est notifiée. C'était bien que ce soit notifié l'heure du dernier match lancé. Pour contrôle le dimanche, dernier match lancé avant 19h, on peut confondre. Alors oui, effectivement, il faut mettre dans le rapport l'heure à laquelle la compétition s'est réellement terminée. Mais ça, c'est facile, il suffit de prendre le dernier match de la compétition et on sait à quelle heure le dernier match est terminé. Oui, tout à fait. Effectivement, oui, Tout à l'heure, on vous le montrera sur le rapport. On lance d'accord. le dernier match lancé à telle heure et à quelle heure a fini la compétition. Tout à fait. Ouais, comme le dit Philippe, effectivement, il faut essayer de faire le rapport le plus rapidement possible, quand même, pour avoir bien en tête tout ce qui s'est passé pendant la compétition. Parce que des fois, au bout du 5e jour, ça commence, il y a le boulot, il y a tout ça, donc ça commence à partir. Moi, je voudrais rajouter simplement quelque chose concernant justement les forfaits. Alors, je pense que, alors, j'étais pas là la dernière fois, vous en avez parlé des forfaits, du nouveau système qui va être mis en place, parce qu'on peut quand même en dire 2 mots. Et Euh, Alain, si tu as 2 mots, oui, vas-y. voilà. Donc, il y a un nouveau système qui va être mis en place dès que le service informatique va pouvoir vraiment se mettre dessus. C'est-à-dire que quand il y aura un forfait, il n'y aura plus d'histoire de certificat médical qu'on donne à l'organisateur, au GIA, etc., etc. Le joueur qui est forfait devra aller sur MyFFBAD, il devra se loguer, aller dans un onglet qui s'appellera justificatif forfait,
il cherchera le nom de son tournoi. Il est logué, donc c'est bien son nom qui va apparaître. Il pourra mettre donc une pièce jointe qui sera le justificatif de la compétition, enfin de son forfait. Et ce justificatif partira directement à la ligue sur laquelle le tournoi a été organisé. Ce qui fait qu'en fait, il n'y aura pas, ben moi j'ai envoyé mon truc à ma ligue ou je l'ai envoyé à qui, au président du club ou au juge arbitre. Là, ça sera automatiquement aux personnes qui, justement, doivent valider les forfaits à partir du 9e jour. Ça va être fait, on l'espère, avant la fin de la saison. Et si c'est le jour où ça sera fait, tout le monde sera prévenu. Voilà. Une question, serait-il possible de voir un rapport rempli par un JA expérimenté? À la limite, ce qu'on peut faire lors de la diffusion de ce workshop-là, on vous enverra un ou deux rapports faits par un JA expérimenté et même tout à l'heure, là, on vous montrera comment il faut remplir le rapport. Et Joël, lui, c'est 19 heures le match terminé et avec les remises de récompenses effectuées, tout à fait. 19 heures si c'est sur un tournoi avec des ligues extérieures ou à l'intention des jeunes. Sinon, c'est 21 heures le dimanche si c'est que dans sa propre ligue. Alors, le rapport est très important, donc, comme on a dit, pour la prise en compte des forfaits, la prise en compte des cartons. Ben, comme disait tout à l'heure aussi, en cas de non-respect des codes et conduites, effectivement, si la Ligue souhaite saisir la commission de discipline, ben, c'est avec le rapport. Et aussi pour l'homologation, la non-homologation de la compétition. Et c'est également très important pour améliorer la prochaine édition. C'est-à-dire si c'est un autre JA qui reprend le tournoi, ben, il va lire le rapport et il pourra dire, ah, tiens, il faudra modifier ça, ça ou ceci. Et ça peut être aussi très utile pour la mairie. Ils arrivent parfois que l'adjoint au sport, il vient, il nous demande qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Par exemple, le bâchage des verrières, on peut lui dire qu'on a perdu 5 heures parce qu'on a perdu 3 terrains et tout ça. Donc, il y en a qui font des efforts pour faire quelque chose. Après, effectivement, il y a des mairies aussi qui disent c'est que du badminton et on ne pourra rien faire. Mais voilà, donc le rapport est quand même très important, mais il faut le faire sérieusement. Je vais répondre tout de suite à Oui. Jean-Louis, je suppose, Guichard. En interclub, non, ce n'est pas possible pour l'instant de pouvoir reprendre le rapport qu'on a fait la précédente fois, parce qu'effectivement, ça serait beaucoup plus simple, mais malheureusement, ce n'est pas possible de reprendre. Il faut recopier. Voilà. Alors, par contre, on peut très bien prendre son ancien rapport et faire un copier-coller avec le nouveau rapport. Mais il faut le faire appréciation par appréciation, malheureusement. On va vous montrer comment remplir un rapport. Donc, juste un petit mot quand même, c'est un travail qui s'est fait sérieusement, ça fait partie de notre job. Donc, il ne se bâcle pas. Parce qu'il y a des rapports, il y a 3 croix et un duel, et il n'y a rien de marqué, donc ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment le faire sérieusement. Donc, pour vous montrer comment faire un rapport, je prends un ancien rapport et je vais vous le partager. Est-ce que vous le voyez? Non, Ah, bien sûr, c'était trop facile. Peut-être maintenant. Et là, oui, voilà. Donc, on va essayer de prendre thème après thème. On vous explique qu'est-ce qu'il faut mettre et parfois on vous donne quelques exemples comment le remplir. Alors, l'hébergement, on le remplit uniquement si l'hébergement est proposé par l'organisateur de société technique et aux compétiteurs. Si vous n'êtes pas hébergé, vous ne marquez rien, très bien, rien à côté, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous n'êtes pas hébergé, vous n'êtes pas concerné, vous remplissez rien. Ça peut être un exemple. On est à l'hôtel, un hôtel 4 étoiles, 5 minutes à pied du gymnase. Possible de prendre le petit déjeuner à 6h30, très apprécié par les hôtels.
Parce que souvent, dans les hôtels aussi, on n'arrive pas à prendre le petit déjeuner parce qu'on doit partir à 7h, 7h15, et les petits déjeuners n'ouvrent qu'à 7h30. Donc tout ça, vous le notez. Donc pour l'hébergement, voilà, vous notez que ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Le transport, là, pareil, si vous venez avec votre propre véhicule, ne marquez pas très bien parce que bah, vous n'allez pas noter votre voiture, votre transport. Par contre, vous allez remplir si vous êtes, s'il y a il y a des navettes prévues par l'organisateur, s'ils viennent vous chercher à l'hôtel pour amener au gymnase ou pour les joueurs. Exemple, navette du club organisateur permettant les cars, gymnases, hôtels, toujours ponctuels, ou les tickets fournis pour utiliser les transports en commun, etc. C'est ça qu'il faut noter. Donc, c'est vraiment, c'est dès que l'organisateur fait quelque chose. Alors, la restauration, on peut faire plein de choses. Là, il faudra noter sur la qualité, la diversité, le tarif, accessibilité, etc. Par exemple, beaucoup de choix, des plats chauds, croques, quiche, pizza, panini, etc. Des plats froids, ça peut être des salades de pâtes, taboulé, etc. Des sandwichs, crêpes, gâteaux faits maison. Prix tout à fait correct pour les quantités, ou pas, prix trop élevé, donc c'est à vous de le voir. Aucune rupture pendant les 2 jours, grand espace de convivialité. Inversement, à partir de 5 heures, il n'y avait plus rien à la buvette, la compétition qui se finit à 21 heures, il y a 5 heures, vous n'avez plus rien à manger, c'est vraiment pas top. Après, vous pouvez rajouter qu'il y a un espace à l'intérieur avec des tables, des chaises ou à l'extérieur. Un petit mot, peut-être remercier Intel pour le sourire et son efficacité. Les joueurs l'ont toujours apprécié tel service. Vous pouvez aussi rajouter, parce que souvent ça arrive, il y a beaucoup de monde à midi ou à midi et demi. Eh ben, si vous pouvez donner des conseils, par exemple, mettre un deuxième micro-ondes ou un troisième micro-ondes pour que ça aille plus vite et des choses comme ça. C'est tout ça qu'il faut remplir sur un rapport. Il suffit pas de mettre une croix très bien et rien à côté, aucun intérêt. Les vestiaires, c'est pareil. Limite, déjà, le premier travail le matin, comme on a vu dans le workshop 1, avant compétition, on fait un petit tour, on va vérifier un peu les vestiaires, s'ils sont ouverts, s'ils sont chauffés, tout ça. Donc là, quand on parle de quantité, ben, combien de vestiaires? Deux pour chaque, deux vestiaires, un homme et une femme, ou quatre vestiaires ou six, propres ou pas propres. Il y a l'eau chaude le matin, mais pas le soir, ou l'eau chaude toute la journée. Fléchage aussi, c'est hyper important qu'il y ait le fléchage. Il y a aussi indiqué si c'est pour hommes et femmes. Souvent, ça arrive que c'est pas indiqué, rien de plus désagréable que, par exemple, les filles s'échangent et un garçon qui rentre dans le vestiaire des filles. Donc tout ça, c'est à noter sur le rapport. Terrain d'échauffement. Donc là, on note le nombre de terrains disponibles ou autres possibilités. Ça peut être, vous voyez, il y a eu 2 terrains d'échauffement ou pas du tout. Il y a quelques vélos d'appartement, où il y a quelques tapis pour faire des étirements, parce que j'en ai vu déjà dans les gymnases. Ou il y a par exemple un terrain d'échauffement, mais dans une salle annexe, etc. Tout ça, c'est à noter dans le rapport. L'éclairage, donc là, c'est un peu jugé, vous savez pas tous un lux mètre. Juste un petit rappel, pour une compétition régionale, c'est 500 lux et 750 lux pour une compétition nationale. Vous n'avez pas de lux mètre, c'est pas grave, vous faites un peu au jugé. Vous pouvez noter bon éclairage ou 2 terrains un peu sombres, mais ça il n'y a pas eu de gêne, etc. Ou alors inversement, l'éclairage très fort, lumière gênante. Et voilà. Mais tout ça, vous marquez sur le rapport et vous marquez si c'est bien, très bien, assez bien, moyen, etc. Hauteur obstacle, là pareil, ça sera bien d'avoir un télémètre pour mesurer la hauteur, l'obstacle le plus bas et l'obstacle le plus haut. Parce que ça permet aussi pour décider s'il faut faire un let ou pas. Donc un petit rappel, l'hauteur pour une compétition régionale ou nationale, c'est 9 mètres. Oui, effectivement, il y a des gymnases à 8 mètres, à 7,50, 8,50, ben, il n'y a pas de souci, mais la hauteur réglementaire, c'est 9 mètres. Et pour une compétition internationale, c'est 12 mètres. Vous pouvez par exemple remplir un premier obstacle à 9 mètres, c'était la poutre, pas de gêne, un vrai bonheur pour les joueurs. Aucun panier de basket, pas de lettre au service, uniquement faute au service et en jeu. Ou vous pouvez noter par exemple 2 paniers de basket à 7,50 m avec des filins, la mesure prise, une fois lettre au service. Normalement, tout ça, par contre, c'est déjà indiqué dans le règlement complémentaire.
Alors, je crois qu'il y a des questions. Il y a des questions, Alain? Alors, les questions, pour l'instant, est-il prévu un onglet spécifique pour les blessures? Donc, Ça, c'est, on je verra après. crois, oui, on Ça, verra on verra après après, ça, hein. oui. Ça, on verra après, oui. Sur un tournoi privé, il n'y a pas de juge de ligne et pourtant nous sommes obligés de mettre quelque chose dans les cases. Non, Non. non, mais c'est pas obligatoire. Alors, Est-il, OK. est-il possible de le modifier? Oui, on peut toujours modifier son rapport tant que, il n'est pas, tant qu'il n'est pas passé en validé en Validé en attente attente de de. diffusion. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Dès qu'il est complet en attente de diffusion, on ne peut plus le modifier. Sauf les clubs, par contre, ils peuvent vous redonner la main ou la CFOT, par exemple pour les interclubs. Si vous Oui, avez oublié quelque chose, vous prévenez et on peut vous redonner la main. Tu confirmes, Alain? oui, tout à fait. Donc, on a vu le hauteur. Maintenant, on va voir la verrière. Ben, la verrière, alors ça, c'est dans le badminton, toujours un gros problème. Donc, vous parlez, est-ce qu'il y a des verrières, oui ou non? Et les mesures prises pour éviter la gêne. On peut avoir des verrières, mais qui sont bâchées, il n'y a aucun problème. Et ben, vous dites verrière, mais pas de gêne, très bien, parce qu'il s'était bâché, il a tout ce qu'il fallait. Ou alors, vous pouvez aussi donner des conseils. Essayez de trouver un moyen d'obstruction pour la prochaine édition. Proposez peu coûteuse, utilisez les sacs poubelles de couleur noire. Ça peut peut-être pas très joli, mais c'est toujours mieux que la lumière qui traverse. Par contre, vous marquez réellement hein, tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas arranger l'organisateur. Il ne faut pas dire, oh, je ne vais pas lui mettre ça parce que ça donne, c'est pas bien pour lui. Non, il faut marquer vraiment ce qui s'est passé sur la compétition. Filet dimension, donc là, on va parler de qualité et l'état des filets, les dimensions adaptées et des attaches. Souvent, les filets, parfois, sont un peu courts, troués, souvent troués, et souvent, ils ne sont pas attachés au poteau. Tout ça, vous notez. Vous notez que les filets n'étaient pas attachés au poteau. C'est surtout pour le double, c'est pas terrible quand même. Alors, vous pouvez donner des conseils, acheter un ou deux filets neufs pour ne pas laisser d'espace entre le filet et le poteau. Pour les poteaux, bah, pareil, vous faites la même remarque, poteau individuel ou double, lesté, poteau réglable, réglable surtout si vous avez des poussins, donc c'est hyper important. Parfois l'organisateur, il a des poteaux individuels marqués homologués, mais le contreband n'est pas assez costaud, donc vous le notez, poteau marqué homologué, mais c'est difficile à mettre le fil à la bonne hauteur parce qu'il n'y avait pas assez de lest. Et ben, vous le notez sur le rapport, il n'y a pas de problème. Un organisateur ne va pas être sanctionné parce que le filet était troué ou parce que le poteau n'était pas assez. euh, il n'y avait pas assez de contreband. On ne va jamais sanctionner un organisateur pour ça. Sauf si ça devient vraiment dangereux. Là, j'ai une question sur les filets. Quid des Oui. filets neufs Yonex qui sont trop grands? Alors, il y en a encore qui sont vendus, effectivement. Des filets neufs Yonex. Parce qu'à une époque, Yonex faisait les filets, mais en tenant compte des deux lignes, des deux côtés. Donc, effectivement, les filets sont un peu trop grands. Et on pensait qu'ils avaient fini de les vendre, ceux-là, mais non, ils doivent encore en rester en réserve. Là, on essaye de faire le mieux pour adapter Voilà. On fait ce qu'on peut dans ce cas. Alors, sol, tapis, espacement. Donc, sol ou tapis, là, vous dites si est-ce qu'il y avait des tapis ou pas des tapis. Et l'espacement, c'est l'espace entre les terrains. Alors, on va faire un petit rappel. Quand il y a deux terrains côté et côté, et pour une compétition régionale, c'est 80 centimètres. Il faudra 80 centimètres d'espace et 1,25 m si c'est pour une compétition nationale. Si c'est un terrain de côté avec un obstacle fixe, ben, c'est 1,05 m, régional et national. Toutes les lignes de fond, ben, c'est 1,50 m. Fond et obstacle fixe, 1,50 m. Et quand on a deux terrains fond, c'est 2 mètres. Donc, si vous avez, par exemple, je prends le cas où il y a 2 mètres fond, un terrain de fond avec un terrain de fond à 2 mètres, et vous trouvez 1,80 m, ben, marquez 1,80 m, mais ça va pas pénaliser, mais voilà, au moins, vous avez fait votre boulot, vous avez mesuré les écarts entre les terrains et vous avez vraiment fait votre boulot. Toutes ces mesures, vous les trouvez dans les règles techniques de juillet 2010.
Donc c'est pareil, c'est un petit livre avec toutes les règles, avec des traçages des terrains et tout ça. Donc vous trouvez toutes ces mesures dans ce livre-là. Vous pouvez parler aussi des sols, s'il est glissant, pas glissant, si vous voyez bien les lignes, si les lignes sont bien tracées ou sont à moitié effacées ou entrecoupées. Tout ça, vous notez dans ce paragraphe. Donc, quand on voit, il y a quand même pas mal de choses à noter. Quand on voit des rapports où il n'y a rien d'écrit, c'est quand même, on se demande ce qu'il a fait les GIA. Alors, l'afficheur de score, ça, on va pas rarement l'utiliser, c'est plutôt utilisé sur les championnats de France et tout ça. C'est les scores sont-ils visibles du public et par quels moyens? Ça, en général, on l'utilise quand on fait des télés sur chaque terrain et on voit qui joue contre qui et avec le score. Mais si les tournois privés, si vous n'avez pas d'arbitre, vous n'avez pas les petits écrans et tout ça, eh ben, vous marquez rien du tout, vous laissez vide et vous notez rien. Et pareil pour l'identification de joueurs, c'est exactement la même chose. L'identification de joueurs, c'est quand il y a une télé où il y a marqué c'est tel joueur contre tel joueur ou tel paire contre tel paire. Ben, si vous ne l'avez pas, vous ne marquez pas. Et ces deux choses-là, c'est vrai, c'est plutôt les champions de France. Après, on arrive dans autre équipement. Alors là, on va parler de tout ce qui est en plus, qu'on n'a pas encore cité. Existe d'autres équipements pour les compétiteurs, matériel d'échauffement, salle de repos, chaise d'arbitre, bac pour les vêtements, les vols usagés, tout ça. Là, vous parlez de tout ça. Est-ce qu'il y a des bannettes pour les vols usagés ou il n'y avait pas de bannettes? Une bannette pour les joueurs ou deux bannettes pour les joueurs? Et vous notez tout ça. Pouvez parler aussi de la sono. Elle était bonne, pas bonne, audible, pas audible. Les gestes de coach, il y en avait ou il n'y en avait pas, parce que la configuration des gymnastes ne le permettait pas. Ça peut arriver. S'il y avait un stand de partenaire, bah, souvent il y a ça, donc vous notez, il y avait un stand de partenaire toute la journée ou une demi-journée ou un jour ou 2 jours. Il était à l'entrée des gymnases, il y avait un cordeur aussi ou pas. Après, vous pouvez noter aussi, parce que maintenant on utilise plus en plus des tablettes, on utilise de moins en moins des feuilles, les feuilles de score. Et ben vous notez, utilisation des tablettes, plus des feuilles de score et tout ça. Donc c'est un geste pour l'environnement, très bonne initiative. Tout ça, tous les équipements que vous avez constatés sur la compétition, vous le notez dans autres équipements. Ça peut être plein de choses, hein. Vitesse de volant. Alors là, à remplir uniquement si les volants sont fournis par l'organisateur. Exemple pour les finales, pour les demi-finales, pour toute la compétition. Si les volants ne sont pas fournis par l'organisateur, eh ben vous parlez pas de la vitesse des volants parce que chaque joueur a sa propre marque. Donc, on va pas noter le volant ou la vitesse du volant. Donc, c'est uniquement la vitesse du volant, le volant officiel de la compétition. Et s'il est utilisé. S'il n'est pas utilisé, pas besoin d'en noter. Ça arrive parfois que l'organisateur il fournit des volants pour les finales ou pour les demi-finales. Ou j'ai déjà vu aussi que l'organisateur, au lieu d'un cadeau d'accueil, il a fourni 2 volants. C'est pas personne. Donc ça, par contre, là, vous notez ça. Et pour la qualité des volants, c'est exactement la même chose. Vous ne parlez pas de la qualité des volants si c'est les volants des joueurs, uniquement si c'est le volant de la compétition. Après, vous pouvez dire, voilà, bonne qualité, pas fragile, pas fragile, on est obligé de casser, c'était trop rapide ou pas rapide, etc. Un truc très important aussi, c'est la table de marque. Alors, vous parlez le nombre de personnes, suffisant ou pas, efficace, réceptif, et les points d'amélioration s'il en faut. Par exemple, excellente table de marque, en permanence de personnes, formé géo et non-joueurs. Souvent, la table de marque, c'est des joueurs qui tiennent la table de marque, mais après, ils sont joueurs en même temps. Il y a des moments où il n'y a plus personne à la table de marque. Donc, souvent, ça arrive, parfois, c'est le GIA qui fait la table de marque. C'est pas bon du tout, là. Là, vous le notez, voilà, il y avait une table de marque, mais pas toujours tenue par l'organisateur parce qu'ils étaient joueurs en même temps. Après, vous pouvez dire aussi la table de marque elle est spacieuse, elle était grande ou pas cette place. Après, vous avez une table de marque super efficace et tout ça, vous pouvez dire merci à un tel ou un tel pour la prestation, votre professionnalisme et votre bonne humeur. Une table de marque très bien rodée, bien placée, surélevée pour permettre une bonne vision du plateau sportif. Effectivement, la table de marque, parfois, ils sont bien placés, parfois, elle est peut-être mal placée. Et ben, vous le dites tout ça.
Et tout ça, comme je dis toujours, une bonne table de marque, ça fait partie de la réussite de la compétition. Une table de marque pas efficace et mauvaise, eh ben, la compétition, c'est très compliqué. Après, vous pouvez noter aussi une table de marque bien tenue, mais pas une seule personne, mais qui a tout fait, qui a fait le pointage, qui s'occupait des remises des récompenses, qui annonce les matchs, qui rentre les scores. Ah, c'est pas terrible, même si la personne a tout très bien fait, vous notez quand même, ça sera bien d'avoir une deuxième personne ou une troisième personne pour renforcer la table de marque. Vous notez tout ça. Il y a des questions, alors? Alors, les questions, il y en a deux. Est-il possible de rajouter une colonne non proposée dans le rapport? Tout en bas, il y a diverses. Donc, dans diverses, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oui. Et moi, je continue. Mm. Alors, arbitre, juge de service. Alors là, pour les Jalas, malheureusement, ils vont pas s'en servir parce que les Jalas, ils peuvent pas avoir des arbitres. Et pour les JASC, s'il y a des arbitres, oui, vous notez, on a eu un arbitre, deux arbitres, ou pas d'arbitre du tout. Juge de service, c'est encore plus rare. Franchement, les juges de service, vous l'aurez que sur les championnats de France. On les a même pas sur les top 12. Alors, c'est un tournoi privé, je pense que c'est rare. Par contre, si vous avez des arbitres ou une formation à arbitre, vous notez là-dessus. On a eu une formation à arbitre, on a eu 5 arbitres qui ont arbitré tant de matchs. Vous pouvez même marquer voilà, de très bonne qualité ou voilà, enfin, tout ce qui passe par votre tête, vous notez tout ça. Alors, surtout, si vous avez des arbitres, il faut bien préciser Enfin, on parle d'arbitre officiel, bien sûr, hein. Oui, Il faut préciser à la table de marque qu'au moment où ils lancent le match, ils doivent rentrer l'arbitre. Parce qu'à la fin, il faut donner à chaque arbitre les matchs qu'il a arbitrés, même si normalement ils le font eux-mêmes. D'ailleurs, ça, il va falloir qu'on discute de ça, Joachim, parce que si le tournoi est annoncé en auto-arbitrage, on ne peut pas rentrer les arbitres. ouais, c'est vrai. Donc, il va falloir qu'on voit ce problème parce que, surtout si la feuille d'activité va être remplie suite au rapport Puna. Tout à fait. On Sinon, verra ça va ça. poser un Alors. problème. On verra ça. Oui. Pareil, juge de ligne, si vous en avez, comme pour les arbitres, ben, vous notez s'il y avait des juges de ligne, combien par match, ou sur un juge de ligne par match, trois juges de ligne par match, etc. C'est peu pour les finales, pour les demi-finales. Est-ce qu'ils avaient une tenue? Est-ce que l'organisateur a prévu une tenue pour les juges de ligne, casquette ou pas? Et voilà, tout ça, vous notez sur juge de ligne. Alors là, le premier, planning horaire échéancier. Alors, souvent, les gens ils confondent entre ça et l'autre qu'on verra tout à l'heure. Le planning horaire échéancier, vous marquez heure du premier et dernier match de l'échéancier prévisionnel de chaque jour. C'est-à-dire, vous avez un échéancier de 8h à 20h30 le samedi et 8h à 18h les dimanches. Vous marquez exactement comme c'était prévu dans l'échéancier et vous pouvez rajouter samedi, dernier match lancé. Bon, là, à 20h45 et dimanche à 17h55. Les horaires réels après, on verra un peu plus loin. Donc, dans le planning, vous marquez que ça. Par contre, vous pouvez rajouter, par exemple, on avait un échéancier de 8h à 20h30, que c'était trop juste, avec une moyenne de 30 minutes, c'était trop juste. Vous pouvez rajouter 35 minutes. Contrôle antidopage. Donc, effectivement, vous remplissez, si vous avez eu un contrôle antidopage, vous marquez s'il y a eu un lieu, contrôle antidopage. Vous notez, par contre, impérativement, il ne faut pas noter les personnes qui étaient contrôlées. Ça, non, vous marquez juste un contrôle pour 4 hommes ou 4 filles, ou 4 hommes et 4 filles, etc. À quelle heure il est arrivé, la personne, et à quelle heure il a fait le contrôle, mais vous rajoutez pas plus. Et surtout, il ne faut pas donner les noms. Mais par contre, il faut bien mettre le nom du préleveur, hein. Et alors, petite précision sur le contrôle anti-dopage, en aucun cas un préleveur masculin, même s'il est médecin, ne peut contrôler une femme, et le contrat est aussi valable, hein. Il ne peut contrôler que quelqu'un de son sexe, même s'il est médecin, c'est plus possible maintenant qu'il contrôle quelqu'un d'un autre sexe. Parfait, oui. Et bien sûr, vous lui rappelez aussi que ça doit être les derniers matchs de la journée. On en a déjà parlé Oui. tout à l'heure.
Ensuite, il y a un peu le service médical. Donc, on parle du kinésithérapeute. Donc, bah, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a eu des alternatives? Ça peut être des ostéopathes. Certains cahiers des charges peuvent exiger la présence d'un kiné, vérifier le règlement. Sinon, concerné, n'est rien indiqué. Effectivement, s'il n'y a pas de kiné ni rien, ben, vous marquez rien. C'est assez rare quand même qu'on a des kinés. Mais ça arrive parfois qu'il y ait une école d'ostéopathe qui vient sur place pendant un jour ou 2 jours avec des élèves et tout ça. Et ben ça, vous notez sur ce rapport-là. Et voilà, ça fait toujours un plus pour l'organisateur. Le service médical, donc c'est la trousse de secours. Est-ce qu'elle est adaptée? Présence d'un défibrillateur, même si c'est obligatoire, mais il n'est pas toujours dans la salle. Il peut être aussi à l'extérieur de la salle ou défectué aussi parfois. Donc vous notez ça là-dessus et vous vérifiez la trousse de secours. Vous marquez trousse de secours à la table de marque avec les produits réfrigérants et le matériel adéquat. Contre, si vous avez constaté quelque chose comme là, on a mis un exemple, sauf pour les tubes de pommade anti-inflammatoire, périmés et interdits. Donc ça, quand vous faites votre vérification, vous retirez tout de suite cette pommade-là et vous marquez dans le rapport qu'il y avait des choses périmées dans la trousse de secours. Pour les cérémonies, donc là, vous allez vous décrire la cérémonie de remise, à défaut le mot de la remise des prix choisis. Mais comme on disait un peu tout à l'heure, est-ce que vous faites la cérémonie a été faite à la fin du dernier match ou pas, paquet de 4-5 finales, remise effectuée par la présidente du club ou par l'adjoint au sport ou par le maire. Vous pouvez rajouter aussi, les lots, c'était des coupes, des chèques cadeaux pour les vainqueurs, ou ça peut être aussi des espèces, des médailles. Après, petite attention supplémentaire pour les mineurs, finalistes ou vainqueurs, une boîte de bonbons en supplément, très bonne idée. Et cette heure-là, vous décrivez un peu la cérémonie, comme ça s'est passé. Il y a des questions, Alain? Oui, y a-t-il un article qui indique que le défibrillateur est obligatoire? Alors, normalement, il est obligatoire dans tous les gymnases, hein. C'est ça, oui. Je crois que c'est même pas au niveau FFPAD, c'est au niveau des Oui, ministères, oui. ça. Pour répondre à Philippe, les juges de ligne doivent être licenciés pour les compétitions interclubs. Mais par contre, en tournoi, s'il y a vraiment un gros problème et que vous décidez de mettre un juge de ligne sur une des lignes d'un match, il n'est pas forcément licencié obligatoirement à la fédération, hein. Oui, dans ce cas, par contre, vous marquez, par exemple, utilisation de 3 ou 4 juges de ligne pour dépanner dans un match, mais non licenciés. Comme ça, vous avez vraiment bien rempli dans le rapport. Ils n'étaient pas licenciés, mais vous les avez autorisés à utiliser. La présentation, vous évaluez la présentation générale. Voilà un petit exemple, un très beau complexe sportif avec un grand parking en extérieur, tribune d'un seul côté du gymnase, une capacité de 350 places, assis, c'est possible d'accueillir du public en fauteuil roulant. Cette terrain est double avec traçage blanc, bonne hauteur et pas de panneau de basket, tour de terrain peut délimiter le plateau sportif. Après on peut aller aussi l'échéancier de couleurs affiché, banderole du club au-dessus de la table de marque, etc., etc. Vous marquez vraiment tout ce que vous avez constaté. S'ils ont mis des plantes, la déco et tout ça, vous marquez tout ça. Ou alors, inversement, il n'y a rien de fait, très sobre, absolument rien. Ben, vous le notez. Salle de presse, c'est plutôt c'est pour les compétitions fédérales. Est-ce qu'il y avait un journaliste qui est venu? Est-ce qu'il y avait les photographes et tout ça? C'est plutôt de ça que vous allez parler. Ben, en général, sur les tournois privés, c'est un photographe, quoi. Parfois un journaliste. Les personnalités, la présence des élus, des personnalités connues, faire la liste, sinon concerne ne rien indiqué. Ouais, vous pouvez dire, par exemple, dimanche matin à 14 heures, la chambre au sport de la venue, assister ou venir avec une autre personne, ou, ou un délégué, un truc. Vous parlez de tous les personnalités qui sont venues. S'il n'y a personne, vous marquez rien du tout. Et là, maintenant, le respect des horaires. Et là, vous allez marquer réellement les débuts et fin de la compétition. Là, par exemple, début à 8h02, fin à 20h41. Vous pouvez rajouter 30 minutes de retard par rapport à l'échéancier, prise de retard à cause d'une verrière non bâchée, perte d'un terrain pendant 1h45 et 7h01.
Ou alors tout ça s'est bien passé. Mais là, effectivement, vous marquez réellement la fin de la compétition. Par exemple, le dimanche, 8h, 18h45, il est remis ses récompenses. Là, on voit très bien, 18h45, on est dans les clous, parfait, aucun retard constaté, ben, très bien. Ou là, vous pouvez aussi faire le conseil, impérativement programmer une échéancier à 35 minutes, surtout ne pas descendre en dessous de 34 minutes. C'est très important, c'est le respect des horaires. Le nombre de matchs max par jour, et ben là, vous allez vraiment marquer le joueur qui a fait le plus de matchs. Samedi, 7 matchs pour les doublons top 1 et pour les dimanches, 5 matchs pour les mix top 5. Ça, en plus, comme on a dit tout à l'heure, sur Badnet, maintenant, vous faites l'export du rapport JA. Vous avez tous ces éléments-là, mais il suffit juste de le recopier. Par contre, ne marquez pas entre 2 et 8 matchs, parce que ça, on voit sur certains rapports, entre 2 et 8 matchs, forcément, c'est entre 2 et 8, parce qu'on ne peut pas dépasser 8 et ça ne peut pas être en dessous de... Non, vous marquez réellement le match. Et à la fin, vous pouvez noter aussi la durée moyenne des matchs. 31 minutes, 32 minutes, 33 minutes. On vous a mis la petite formule, ceux qui ne savent pas, hein. Donc, la durée de la compétition est durée 8h30. De 8h30 à 18h54, et vous le transformez, ça fait 624 minutes par le nombre de terrains, et vous le divisez par le nombre de matchs. Et ça vous donne donc la moyenne de matchs. Ensuite, on arrive au dernier, c'est divers. Et là, vous pouvez parler plein de choses et vous pouvez vraiment noter tout ce que vous voulez, tout ce qu'on n'a pas noté encore. Plusieurs choses, vous pouvez faire des statistiques, les températures, l'hygrométrie, etc. Les blessures, si vous avez des blessures, vous notez toutes les blessures. Voilà, s'il y en a 3, 4 ou 5 blessures, vous notez toutes les blessures et tout ça. S'il y a eu des interruptions de match ou pas. Par exemple, là, on a mis légère petite entorse de Madame Martin sur son match en simple dame top B, match numéro 141, arrêt de jeu pendant 4 minutes 25, pas d'abandon, elle a continué la compétition. Et c'est là, vous marquez tous les trucs dans ce divers. Ensuite, j'ai fait toujours, on préconise trois points. Le point positif, après on dit pas point négatif, mais point amélioré, et les suggestions. Dans les points positifs, tout ce qui était positif, il faut le noter. Par exemple, là, il y avait l'estrade pour la table de marque, ramassage des volants plusieurs fois pas dans la journée. La confection du tableau était très bien faite. Excellente table de marque, poteau filet impeccable. Il y avait des corbeilles et des serpillères. Chevalet pour délimiter le plateau sportif. Les cadeaux pour remercier les deux juges arbitres. Il y avait un défibrillateur. Les feuilles colorées pour l'affichage des poules et les l'échéancier. Les gobelets recyclables pour les boissons. Affichage du numéro de match dans la salle. Bon, maintenant, ça se fait de plus en plus en électronique avec des téléphones et tout ça. Mais bon, voilà, il y en a qui utilisent encore du papier. Des bénévoles très compétents, toujours avec des sourires. Une buvette au top. Énormément de choix en boissons et en plats. Après, un grand panier repas pour les JA le samedi soir. Apéritif offert aux joueurs le samedi soir ou le dimanche soir. Organisation d'une tombola, etc., etc., etc. Donc, vous notez tout ce que vous avez noté durant les 2 jours de compétition. Tous les points positifs. Après, parfois, ça arrive, il y a aussi des points améliorés. Par exemple, le timer n'est pas toujours utilisé. On a pris du retard parce qu'ils ne voulaient pas utiliser le timer. Il n'y avait pas les fléchages pour les vestiaires. Donc, on ne savait pas si c'est des vestiaires hommes ou femmes. Un manque d'arbitres, effectivement, ça peut être ça peut, avoir des arbitres, c'est un plus pour une compétition. Si possibilité, mettre en place un tri sélectif et peut-être organiser une soirée, voilà, ça c'est amélioré ou conseillé. Et ensuite, vous pouvez apporter des suggestions. Pour votre prochain tournoi, ouvrez à la série N parce que vous avez fait que des REDD ou des N3, R4, R5, R6. Vous dites, mais vous pouvez même ouvrir au N2 parce que la salle est au top et vous gérez super bien. Prévoir des ostéopathes, un échéancier avec une rentrée progressive et profiter de faire de la pub en proposant la mairie des affiches dans la ville pour promouvoir le badminton. Il faut toujours essayer de faire des choses pour effectivement promouvoir le badminton. Alors, j'ai trois questions. Vas-y, Alain. Euh, la difficulté, c'est que les clubs pour les tournois privés prennent le temps moyen de Batnet qui trompe en la réalité, car le logiciel prend. Le logiciel, le problème, c'est que si par hasard, il
y a des matchs qui ne sont pas lancés sur un terrain tout de suite, donc ça va changer la durée du match, etc. Donc effectivement, le Oui. mieux pour savoir la durée réelle, c'est de faire ce que proposait tout à l'heure Joachim, pour faire son petit calcul tout seul pour savoir combien de temps on a mis réellement. Sur le rapport Badnet, on marque quel est le nombre maximum de matchs, mais par contre, on ne met pas, c'est pas la peine de mettre le nom des joueurs qui ont fait effectivement ces matchs. Et par contre, comment décocher la note très bien, bien, etc., dans Puna en cas d'erreur de saisie, bah, il suffit de se remettre à gauche, à droite, pardon, et cliquer dessus et vous revenez sur ce que vous avez écrit. Et là, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Voilà, Donc, c'était je les trois reviens à, questions. Oui, je reviens juste, effectivement, vous pouvez faire, alors, pour la moyenne des matchs, effectivement, moi, je fais toujours mon calcul. Si vous voulez, vous pouvez effectivement, éventuellement noter moyenne bas de net temps, moyenne calculée temps, si vous voulez le faire. C'est pas une obligation, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux calculer la moyenne des matchs. Ça reflète plus pour la réalité et surtout pour l'année d'après. Ah oui, ils ont utilisé 33 minutes, c'était trop juste, donc il vaut mieux passer à 34 ou 35. Ensuite, il y a la page des forfaits. Donc, bon, on a déjà parlé un tout petit peu. Trois types de forfaits à justifier, volontaires ou involontaires. On avait déjà parlé avant. Donc, vous notez le nom du joueur, la ligue, le numéro de licence, la discipline, la date. Dans le commentaire, vous marquez, ben, il nous a prévenu, pas prévenu, il n'est pas venu, on ne sait pas. Et surtout, mesure prise, ben, on n'a rien fait, on a laissé, c'était une poule des quatre, on a laissé doubler dans la poule des quatre, où vous notez si c'est un remplacement, un joueur remplacé par un tel, etc., etc. Et type du forfait, bien sûr, à remplir, à justifier, volontaire ou involontaire. Comme on a déjà dit, le volontaire, franchement, il faut presque éviter parce qu'on n'est jamais 100% sûr si c'est involontaire. Dans le doute, vous faites à justifier. La cote, elle va gérer. Les justificatifs arrivent, eh ben, tant mieux. Si les justificatifs n'arrivent pas, eh ben, il prendra 2 mois de suspension. Parce que si vous mettez volontaire, ben, déjà, il prend tout de suite 2 mois de suspension. Et imaginez-vous que vous mettez volontaire et finalement le joueur vous envoie un certificat médical. Ah, c'est compliqué quand même après. même Par si vous contre, savez, comme il disait Alain, oui, vas-y même Alain, si vous vas-y. savez que le gars, il n'est pas venu parce qu'il est allé faire la fête ou je ne sais quoi, si vous mettez volontaire et que derrière, il envoie un certificat médical, c'est le certificat médical qui primera. Même si vous êtes sûr et certain que c'est un certificat médical bidon, parce que vous saviez où il était, vous y pouvez rien, c'est comme ça. Et sachez que quoi qu'il arrive, du moment qu'il y a un certificat médical, en aucun cas, on ne peut le contester. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Un certificat médical ne se conteste pas. Par contre, si vous voyez un joueur qui, par exemple, se blesse pendant la compétition, hein, il se fait une entorse de la cheville ou je ne sais pas, il prend un volant dans l'œil, etc., c'est bien évidemment involontaire. Ce n'est pas la peine de mettre à justifier, on ne va pas obliger le gars à aller chercher un certificat, etc. Vous avez pu constater le problème. Bon, bien sûr, le gars qui vient vous dire ah ben j'ai mal au dos. Ben, j'ai mal au dos, ça, vous ne le voyez pas. Donc là, vous pouvez marquer à justifier. Mais quand c'est vraiment un problème d'entorse de cheville, de foulure, on voit que le joueur ne peut pas jouer, qu'il n'est pas en condition de jouer, on met involontaire dans ces cas-là. Tu as des questions Alain? Oui, j'ai trois questions. Euh, Pas modifié. J'ai souhaité l'annuler, par exemple, pas de transport, et j'ai déjà validé la case. Oui, ben, il suffit d'enlever tout. En fait, d'enlever tout ce qu'il y a dans la case. Et à ce moment-là, ben, il y aura le N/A qui va se mettre à la place. Et ça pose aucun problème. Alors, les blessures sont dans cet onglet. Pourquoi les noter dans la première page? Euh, Vous pouvez les mettre à cet endroit-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Des fois, on a un peu plus de place pour préciser les blessures. Là, c'est plutôt les forfaits quand même, mais effectivement, on peut utiliser que cette page-là aussi. Mais si vous avez une dizaine et une quinzaine, c'est moins évident, quoi. Et comme il dit Alain, il y a moins de place, oui.
Alors, bien sûr, quand un joueur se blesse pendant une compétition, évidemment, il va être forfait pour d'autres matchs ou un autre tableau, on ne sait jamais. Il ne faut pas oublier de le préciser, effectivement, dans les forfaits et blessures, hein. Dans cette feuille-là, il faut bien mettre ceux qui se blessent pendant la compétition, parce qu'ils sont forfaits pour d'autres choses. Voilà, Alors après, il y a le petit paragraphe carton. sur les cartons. Donc là, pareil, hein, donc joueur, ligue, numéro de licence, l'officiel. Alors, déjà, on va noter le joueur, sa ligue, le numéro de licence. L'officiel, c'est celui qui a donné le carton. Ça peut être les JA, mais ça peut être éventuellement être l'arbitre aussi. Donc, dans ce cas, vous marquez l'arbitre, le numéro de licence, soit du JA ou soit de l'arbitre. Le match concerné, donc le numéro du match concerné, la date, si c'est le samedi ou le dimanche, et la cause, pourquoi vous avez un carton? Jet de raquette contre le mur, insulte, etc., etc. Et vous marquez si c'est avertissement, donc jaune, faute si c'est rouge, et disqualification si c'est noir. Et s'il n'y a rien, vous notez rien du tout et c'est tant mieux. Après, il y a des infos complémentaires. On en parlait déjà un peu tout à l'heure, donc on revient là-dessus. Couverture presse et télévisée. Donc, s'il y a eu l'ouverture de la presse et de la télé, ou s'il y a le journaliste, tout ça, ben, vous notez. Le contrôle antidopage, ben oui, non. Non du médecin préleveur. Voilà. Les nombres les volants utilisés, la marque, donc la marque du volant utilisé, donc c'est le volant officiel, hein, c'est pas les volants des joueurs. Et surtout, qui est très important, le respect du cahier des charges. Respecter oui ou non. Si pas respecté, eh ben, il faut dire pourquoi. Enfin, les cahiers des charges, ça veut dire c'est le règlement complémentaire, hein. On appelle, ici, c'est marqué cahier des charges, c'est le règlement complémentaire. Alors, pourquoi c'est important? Parce que si vous marquez non, il faut dire qu'est-ce qui n'a pas été respecté et éventuellement, ça pourrait être non homologué ou un tableau ne pourrait pas être homologué. Et dans la dernière chose, modification de ce cahier des charges, eh ben, si vous souhaitez, pouvez-vous dire, bah, tiens, ça sera bien qu'on change ça pour l'année prochaine parce que ça nous a posé trop de problèmes. Il y a eu trop de joueurs, ou parce qu'on a fini trop tard, etc. Donc là, vous donnez, c'est comme si vous faites un débrief déjà avec l'organisateur, vous le rajoutez ça là-dessus. Après, là, je vous fais une impression d'écran. Comment on remplit si vous avez des arbitres et des juges de ligne, etc. Il faut le noter là-dessus. Donc, vous notez le nom de l'arbitre, la licence, automatiquement, ça met son grade, la date, le samedi ou le dimanche, et les nombres de matchs qu'il a fait, nombre de simple homme, simple dame, double dame et double mixte. Hein, attends, Et voilà comment on remplit. j'ai deux petites Vas-y questions. alors. Peut-on Oui. modifier un rapport complet en attente de diffusion? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, il faut demander soit à votre club, soit à la CFOT. Et à ce moment-là, on vous repassera votre rapport en à compléter. Et donc, vous pourrez re-rentrer dedans et refaire ce que vous avez à faire. Voilà. Alors là, j'ai Laurent, c'est Laurent qui pose la question. Si c'est ton cas, bah soit tu appelles ta clotte, ou alors tu me mets un petit message et moi je te le repasse à compléter. Et un autre, alors c'est un cas, voilà. Un joueur est inscrit, mais il ne vient pas car il est divorcé. Et contrairement à l'organisation habituelle, il doit prendre ses enfants pour le week-end. Euh, Involontaire ou injustifié. Bon, moi, je mettrais, si on me dit ça, je mets involontaire. Je fais confiance à la personne qui dit ça parce que comme justificatif, je ne vois pas ce qu'ils peuvent prouver, hein. À moins de demander un petit mot à son ex-femme, je ne vois pas, hein. Donc, enfin, moi, je sais que je mettrais involontaire. Il n'est pas encore possible de... Non, c'est normal. C'est normal qu'on ne peut pas effectivement saisir les arbitres qui sont en formation puisqu'ils ne sont pas encore à l'art, hein. Les arbitres que l'on peut mettre, c'est seulement ceux qui sont à l'art, au minimum. Après, il y a comme on a vu tout à l'heure sur la première et la deuxième page, s'il y a eu Ouais. des arbitres, on peut les noter là-dessus. Éventuellement, vous Mais là, notez, on a par eu contre, on cinq peut les arbitres mettre en effectivement formation dans le rapport et on les met lui-même. là-dessus. Voilà. 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 Donc, comment il faut remplir un rapport JA?
Comme nous, on souhaite que vous remplissez le rapport JA. Et si vous faites comme ça, c'est super bien. Voilà. Donc là, Alors, on a fini alors moi, je ce voudrais workshop. rajouter juste une petite Vas-y, chose Alain. sur les rapports, hein. C'est sur ceux qui font des interclubs nationaux. Alors, s'il y a bien des rapports qui sont lus, c'est ceux des interclubs nationaux, hein. Vous voyez, ce week-end, il y a eu donc 66 rencontres, ça faisait 50 JA. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce soir, on a terminé de lire les 50 rapports avec une autre personne, on est deux, et on lit tous les rapports, on a tout lu. Et comme ça nous permet de faire les validations, voir si les règlements sont respectés ou pas. Alors, quand je vois des rapports où il y a marqué bien partout et à côté RAS, ça ne m'apporte pas grand-chose. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Joachim. Il faut vraiment donner un maximum de renseignements, même sur les rapports interclubs, parce qu'ils sont lus. Et si on se rend compte qu'il y a vraiment des problèmes de règlements non respectés, à ce moment-là, nous, on peut demander des explications au club. Donc, c'est vraiment important qu'ils soient remplis complètement. Voilà, c'était un petit aparté. Il y a d'autres questions. Il y a des questions, non? Attends, oui, j'en ai quatre qui viennent d'arriver. Alors, voilà, ça c'est bon. Euh, si il est possible depuis cette saison de mettre des arbitres en formation. Ah bon? Ah, Je sais pas. Tant mieux si on peut, si c'est tant possible. mieux, Tant tant mieux. mieux. Ça me surprend un petit peu parce que. Et il marque quoi sur le rapport arbitre en formation? Je ne sais pas. Alors, si Je le règle. vérifierai. Oui. Euh, et si le règlement n'est pas respecté, alors là, quel règlement? Parce que c'est Ludovic qui me met un message et si le règlement n'est Si pas c'est le respecté. règlement complémentaire n'est pas respecté, vous le notez tout ça sur le rapport. Ensuite, c'est la Claude de gérer le problème. Vous avez Alors, fait votre. non, là, c'était le règlement ICN. Bah, si le règlement ICN n'est pas Ah, respecté, il peut y avoir des amendes ou des sanctions contre le club. Et bah, il y a une commission litige, oui, il y a une commission litige, mais ça, c'est la commission interclub prend des décisions et par exemple, si un club, je ne sais pas, doit avoir 8 juges de ligne, s'il n'en a que 5, il va avoir donc une amende pour les 3 juges de ligne manquants, par exemple. Et s'il n'est pas d'accord, il a le droit de faire appel à la commission litige. voilà. Et D'autres donc questions? Stéphane nous dit que il y a écrit stagiaire au lieu de accrédité certifié. D'accord. Bon, bah Bah, c'est c'est déjà une mieux que bonne rien. nouvelle. C'est une bonne Oui, nouvelle, c'est mieux que rien. Oui. donc on vous Alors, une autre enverra. question, peut-on Oui, envoyer une copie de nos rapports à quelqu'un pour amélioration et conseils? Oui, à Taclotte, aux responsables des juges arbitres de Taclotte, ou à des juges arbitres de Taclotte qui sont plus expérimentés, qui pourront t'aider. tout à fait. Ah oui, alors par contre, j'ai quelqu'un qui me précise, il n'y a rien d'indiqué dans la case grade le plus élevé. C'est ce que je pensais un petit peu d'ailleurs. Mais bon, je ferai l'expérience demain pour vérifier. Oui. Voilà, là, j'ai plus de questions. Eh ben, c'est bien. Donc, je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous souhaite donc une bonne soirée s'il n'y a pas d'autres questions et belles fêtes de fin d'année et on se reverra en 2024. Voilà. Voilà, donc le prochain workshop, c'est donc en 2024 sur les tenues et sur les interclubs. Et on vous enverra donc le rapport, un ou deux rapports d'un JA confirmé pour vous montrer comment il faut le remplir. Et également celui-là, il vous sera envoyé aussi. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.